Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on continue le carnet ludique avec un nouvel invité et pas des moindres. Il a participé, c'est un grand mot. Il a travaillé avec Trick Track TV. Il faisait partie de l'émission. Ça a été quelqu'un qui a été très important dans le monde ludique. Et donc, je vous parle de Fall. Donc, Fall, qui sera là ce soir pour participer au carnet ludique. On va lui poser des questions et j'ai des questions bien précises pour lui. Et donc, maintenant, ça fait 8 ans qu'il m'a dit qu'il ne fait plus partie du monde ludique, enfin, il ne fait plus de jeux. Il s'est concentré sur sa chaîne à faire du vélo ou de la course à pied. On essaiera de voir s'il veut toujours faire du jeu de société. On se retrouve tout de suite avec Fall. Donc voilà, on est en direct donc avec Fall. C'est comme ça que tu veux qu'on te surnomme. C'est comme Donc, ça qu'on me souvient depuis plus de voilà. 40 ans. Donc bah, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Et on va commencer déjà par la première question qui est importante, comme ça on va mettre les choses dans le contexte. C'est juste que si tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont abonnés sur ma chaîne, comme ça au moins, les choses seront faites. D'accord. Bonjour, mesdames et messieurs qui nous écoutez. En fait, je suis Monsieur Fall. J'interviens là parce que j'ai fait partie du monde du jeu il y a des années de cela. J'ai monté un site internet qui s'appelle toujours d'ailleurs, puisqu'il existe encore, Trick Track. Donc j'ai développé ce site. Nous l'avons rempli à plusieurs, avec le docteur Mops, avec monsieur Guillaume. Ça a été développé par des développeurs, on a fait des vidéos. Enfin bref, on a participé au développement du jeu de société de 2000 à 2020. Et puis, je suis parti. Voilà, parce que il y a plein de raisons qui m'ont fait partir. Voilà, peut-être qu'on les évoquera plus tard. Oui, Mais voilà, je suis quelqu'un qui a œuvré pendant plus de 20 ans dans le monde du jeu, sachant que je suis joueur, j'ai été joueur. Comme beaucoup de joueurs, j'ai commencé par le jeu de rôle, je me suis mis au jeu de plateau, j'ai développé ce site internet qui était mon métier dès le départ. C'était un travail, c'était une entreprise. Et donc, j'ai passé mon temps à jouer et à participer à tout ce qui a fait que le monde du jeu est là maintenant ce qu'il est. C'est assez clair? c'est très clair. Et je Parfait. t'en et je t'en remercie. Donc, alors on va passer par chapitre. On va commencer par le Ok. premier chapitre qui est donc ta personne. Mhm. Justement, on va revenir sur ton passé, savoir comment tu étais joueur et qu'est-ce que tu jouais quand tu étais joueur, pas sur la chaîne Ok. de Trick Track, hein, mais vraiment toi, le joueur. Ok. Après, on Ok. reviendra sur, si tu veux bien, sur Trick Track. Et on finira par le dernier paragraphe qui est un peu sur le monde ludique, euh, Ok. ce que tu en as pensé. Donc D'accord. aujourd'hui, en étant joueur, te rappelles-tu de ton premier souvenir ludique? Alors, tu veux que je redescende jusqu'où? Parce que j'ai des souvenirs d'enfance. Là où tu peux. Ok, le premier souvenir que j'ai de jeu de société, c'est un jeu de cartes. Voilà. Mon père est né en Tunisie, à l'époque où c'était une colonie française, euh, et il a ramené de là-bas un jeu de cartes qui s'appelait à l'époque la Shkuba, on disait. Et donc j'ai des souvenirs de parties de ce jeu de cartes avec mon père, qui est un jeu standard et classique, un peu l'équivalent de la bataille ou de la belote ou de ce que tu veux sur la France métropolitaine. Mais là-bas ils appelaient ça la Shkuba avec des cartes spéciales. Voilà, c'est le premier souvenir du jeu que j'ai. Et quasiment D'accord, un des seuls que j'ai d'enfant, car enfant, je ne jouais pas. d'accord. Euh, Quel est ton premier jeu de plateau que tu as pu obtenir pour toi et que tu as joué, ton premier jeu de plateau? Waouh! Alors, ça va peut-être te surprendre et surprendre les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Je n'ai quasiment jamais acheté de jeu de plateau. D'accord. Parce que je me suis mis au jeu de plateau adulte, parce que je connaissais le docteur Mops, je l'ai rencontré à l'école, aux Beaux-Arts. C'était un féru de jeux de société, d'abord un féru de jeux de rôle. Il m'a initié au jeu de rôle, puis on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. C'était mon voisin, et il fréquentait une bande de camarades qui étaient des joueurs de jeux de rôle. En fait, j'allais jouer là-bas parce que moi, je n'avais pas d'argent.
Donc, je ne pouvais pas acheter des jeux puisque l'argent servait à manger et à payer le loyer, pas à Eh acheter oui, des jeux, il n'y en avait pas assez. Et donc, j'avais cette chance de fréquenter des gens qui avaient un bon pouvoir d'achat et je jouais sur leurs jeux, en fait. d'accord. Donc, j'ai commencé au jeu de rôle chez ces gens-là. Puis, le docteur Mobs a travaillé dans une boutique de jeux, donc il empruntait des jeux pour qu'on y joue. Et puis, on avait cette formidable chance d'avoir un camarade qui travaillait dans l'industrie, dans une grosse industrie, et qui avait cette particularité d'aller en Allemagne pour travailler. Et donc, il nous a ramené des jeux de plateau allemands. Donc, moi, j'achetais pas, en fait. Après, j'ai monté Trick Track. Quand j'ai monté Trick Track, ben, je n'achetais pas de jeux. D'abord, je jouais avec les jeux qu'il y avait toujours autour de moi. Puis après, les éditeurs me les ont envoyés. Donc, D'accord. j'ai quasiment jamais acheté de jeu. J'ai dû acheter un jeu sans rien. Je devais avoir 45 ans. J'étais chez Trick Track. Il y avait un jeu auquel j'avais joué chez un pote quand j'avais 25-30 ans. J'étais à Essen, je l'ai vu d'occasion, il ne l'avait plus, je l'ai acheté. Voilà. Le premier jeu que j'ai acheté, ça devait être. Comment il s'appelait ce jeu? Je ne me rappelle plus le nom. C'était un jeu où on déplaçait des touristes. Marrakech, il devait s'appeler. D'accord. On déplaçait des touristes dans des boutiques. Donc un jeu de placement pas d'ouvriers, mais de touristes. Donc tu vois, ça répond pas à ta question, mais bon. Non, si, c'est bon, ça répond. En fait, voilà, t'as jamais acheté de jeu, c'est normal par rapport, et tu nous as expliqué pourquoi, donc c'est parfait. Donc cette question-là, je vais la sauter. C'est bien comme ça, je saute des questions. Euh, à ton époque, quand tu as commencé le jeu de rôle, on va revenir dessus. Je pense que déjà, je vais te poser cette question. Quel est le premier jeu de rôle que tu as joué avec donc avec tes amis? Alors, le tout premier jeu de rôle auquel j'ai joué, c'était un Donjons et Dragons, mais j'ai fait un quart d'heure à la table. J'étais jeune, j'étais fou, j'étais aux Beaux-Arts. J'ai foutu la pagaille et le MOPS m'a viré. Donc, je ne savais même pas que je jouais à Donjons et Dragons. Ok. D'accord. Donc, le vrai premier jeu de rôle auquel j'ai joué de manière consciente, en connaissance des règles, c'est JRTM, le jeu de rôle en Terre du Milieu, D'accord. dans les années 80. Pas facile comme début. Et justement, par rapport après, on va dire, un laps de temps que tu as commencé à jouer au jeu de rôle, tu peux te considérer aujourd'hui, en pensant à l'époque, en étant un amateur ou un joueur qui avait vraiment de bonnes, je vais pas dire expert, mais qui avait de bonnes connaissances, qui savait où est-ce qu'il fallait aller. Ah ben, quand je fais quelque chose, quoi que ce soit, je raisonne toujours. J'ai réfuté et je réfute encore le terme de passionné. D'accord? Euh, c'est une question de vocabulaire, hein. Je pars du principe que la passion, c'est la perte de raison. Et moi, j'aime raisonner. Donc, quoi que je fasse, j'ai toujours raisonné. Alors, je ne sais pas ce que tu essayes d'avoir dans ma réponse, mais j'ai toujours été très conscient de ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Donc, quand j'ai joué au jeu de rôle, j'ai joué au jeu de rôle. C'est-à-dire que je ne suis pas lecteur, je ne lis pas de livres. Mais pour pouvoir jouer à JRTM, je me suis forcé à lire la trilogie du Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit. Je l'ai Mhm. lu. Vraiment, dès ma troisième partie, parce que je voulais comprendre l'univers dans lequel on évoluait et où on allait. Donc, oui, j'ai fait ça. Je ne me considère pas comme un expert au cocasse, mais je l'ai fait avec force, intérêt, on va dire. Oui, donc tu n'es pas un amateur, quelqu'un qui connaît rien, qui débute dans quelque chose, c'est vraiment que tu avais quand même des connaissances, tu t'es Ah non, basé non, non, sur, non. Alors je voilà, comprends le sens des actions. Quand je débute dans le jeu de rôle, j'y connais rien. Je d'accord, ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. On m'explique, je fais ma première partie, je me dis, OK, c'est pour moi, ça m'intéresse, je creuse. Et là, d'accord, j'apprends tout. Je d'accord. plonge. Voilà. Justement, après, donc, tu m'as dit que donc tu avais joué un peu à des jeux de plateau Hum. grâce à des boutiques, tout ça. Quel est le jeu qui t'a le plus marqué quand tu as découvert les jeux de plateau? Si tu en as en tête ou pas? Ah bah, le premier, alors j'ai commencé, si tu veux, à une époque, fin des années 80, début 90. Donc les premiers jeux qui m'ont vraiment marqué, il y avait Dune, mais la, Mhm. mais la, Oui, mais je la connais. version, la version, voilà, la grosse version avec les extensions, etc. C'est-à-dire qu'une partie de Dune, ça durait 12 heures. Mhm. Full Metal Planet, donc des jeux réglés de manière bizarre, on dirait maintenant, mais c'était de vrais gros jeux lourds. Quand je dis lourd, c'était des parties de 4 heures. D'accord. Alors de base, c'est des jeux qui duraient longtemps, mais la bande de camarades avec qui je jouais, le jeu, on te le tordait dans tous les sens. Donc les parties étaient très 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 longues.
Donc, les premiers jeux qui m'ont marqué, c'est ça. Toi, tu te considères comme un joueur, en te donnant un exemple, moi je suis un gros joueur de Dungeon Crawler. Toi, Ouais. tu te considères dans quel type et quel genre de joueur? Alors ma spécialité, alors quand je parle de spécialité, c'est en rapport avec, la manière de fonctionner de nos cerveaux en fait, hein. Hmm, Le jeu, je l'ai toujours dit quand on me dit: «Ah c'est quoi le meilleur jeu?» Je dis: «Mais ça ne veut rien dire. C'est comme c'est quoi le meilleur livre ou là, c'est quoi la meilleure musique?» Ça n'a pas de sens. En fait, le jeu, c'est comme la littérature, c'est comme la musique, il y en a pour tous les goûts et tous les esprits. Et en fonction de ta vie, de tes expériences, de tes traumatismes ou quoi qu'est-ce, du fonctionnement de ton cerveau, on n'a pas tous le cerveau qui fonctionne de la même manière, tu vas avoir des appétences, des facilités pour tel ou tel type. Voilà. Moi, mon cerveau, il aimait bien les jeux de réflexion, Eurogame, les jeux à l'allemande, les jeux où c'est la mécanique qui prime sur on va dire, sur l'univers et l'environnement. C'est-à-dire le thème, je trouve que c'est important dans le jeu de rôle. La mécanique, pour moi, dans le jeu de rôle, elle est importante, mais elle est accessoire. Dans la pratique du jeu de plateau, c'est l'inverse. J'ai besoin d'une mécanique forte. Donc, j'ai besoin d'un jeu qui va me tordre les neurones. Et en plus, mes neurones fonctionnent d'une certaine manière. Mon cerveau aime ce qu'on appelle les jeux experts à l'allemande, mais pas tous les jeux experts à l'allemande. Mon cerveau, il aime bien ce que j'appelle les jeux d'opportunistes, c'est-à-dire les jeux où tu vas analyser une situation mhm. et elle peut très bien changer. La stratégie que tu vas mettre en place peut changer très bien au bout de 3 tours. Parce que tu vas avoir des opportunités, parce que tu vois que ce que tu as décidé, ça ne va pas se passer, parce qu'une carte est tombée et ça fout tout en l'air, parce que tu vois que quelqu'un a raté quelque chose et toi, tu vas te glisser dans l'interstice. J'ai besoin de ça. Je ne suis pas très friand des jeux où tu prends une stratégie dès le départ et tu vas t'y maintenir tout le long de la partie. Ça me fatigue, ça ne m'intéresse pas. Alors, je le fais parce que quand j'ai travaillé chez Trick Track, je jouais à tout ce qui dépassait. Mais à l'époque, j'aimais ça. Voilà, les jeux costauds qui pouvaient durer 2 heures ou voilà, ce que j'appelle moi des jeux d'opportunistes. D'accord. Euh, on est bien d'accord que tu n'as jamais été un joueur qui a joué en soliste. Tu as Non, toujours non. multi. Oui, parce que je l'ai toujours dit, dans le jeu de société, ce qui m'intéresse, moi, c'est société, c'est pas jeu. J'ai besoin des autres. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est d'être autour d'une table avec des gens. Donc, aucun D'accord. jeu solo. D'accord. D'accord. Donc là, on va venir sur le paragraphe du Trick Track, parce que OK, ça va englober un peu toutes les OK, questions un peu du monde du jeu. Euh, donc moi, je t'ai connu chez Trick Track TV. C'est comme ça que j'ai OK. connu les jeux de société et que j'ai commencé à m'y intéresser. Ah, d'accord. Toi, comment Trick Track est né chez toi? Comment il est arrivé vers toi? Alors, en gros, Trick Track a été créé pas de manière pouf, pouf. C'est pas né de manière hasardeuse, mais c'est une suite de concours de circonstances. En gros, j'ai été père au foyer pendant un certain temps. À un moment donné, les enfants ont grandi et je me suis dit, bah, faut que tu bosses. Donc, je me suis mis en tête de chercher ce que je pouvais faire en étant chez moi, en étant mon propre patron, parce que j'ai de grandes difficultés à gérer la hiérarchie et l'autorité. Mhm. Et il s'est trouvé que j'ai découvert Internet. Donc, on était en 98-99. Et j'avais découvert que j'avais quelques capacités de codage. Donc, j'ai commencé à programmer un site Internet sur la ville d'Orléans. Je vais te la faire rapide, mais il y avait plein de rubriques. C'était un site d'actualité sur la ville d'Orléans, avec plein de rubriques qui parlaient de ce qui m'intéressait moi et de mes centres d'intérêt qui me permettaient facilement de faire de l'information. Donc, il y avait des informations qui correspondaient aux commerçants qui payaient le site. Il y avait un magasin de musique, il y avait un vendeur de fruits et légumes, voilà, etc., un photographe. Mais il y avait des rubriques qui parlaient cinéma, qui parlaient musique, qui parlaient jeux de société. Puisque l'un de mes clients était le magasin Eureka à Orléans, qui est un magasin qui vendait aussi du jeu de société. Le MOPS, qui a développé le site avec moi, qui a participé à sa création, qui a participé à son développement, était vendeur chez Eureka. Il connaissait tous les éditeurs de l'époque, jeux des cartes, etc. Donc, Trick Track a été une rubrique, toute petite rubrique, dans un grand site internet où il y avait plein de choses.
Mais comme il y avait un manque d'outils de communication pour le jeu de société à cette époque-là, on est en 2000, qu'il n'y avait quasiment rien sur Internet de professionnel pour parler de jeux de société, les éditeurs sont venus sur le bout qui parlait du jeu sur le site d'Orléans et ça a matché tout de suite. On s'est rencontrés avec diverses personnes, notamment Marc Nunes d'Asmodée, Philippe Despalières des Loups-Garous de Tire-sur-Lieu, les gens de Jungle Speed, toutes les forces qui allaient développer le secteur, les auteurs qui allaient façonner le secteur, les éditeurs, distributeurs qui allaient raisonner le secteur. On s'est tous retrouvés sur cette partie-là du site et on s'est dit, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse uniquement un site qui parle de jeu. Notamment Marc Nunes, qui était le gars qui a conçu Asmodée, qui a développé Asmodée. Il m'a dit, écoute, ce serait bien que tu travailles à plein temps sur le jeu de société, Trick Track, et pas le reste. Donc, on s'est entendu pour construire le site. Et ça a tombé bien parce que il y avait tout à inventer, aussi bien sur Internet que dans le monde du jeu de société. Je parlais aux forces vives qui comprenaient ce que je disais. On me proposait un taf où j'allais jouer. J'adore jouer. Le jeu, c'est un outil agréable, c'est convivial, ça fait des sujets de conversation. Il y avait des dizaines de micro-critères qui faisaient que ça ne pouvait que se développer en bien et monter en puissance. Donc, en fait, Trick Track est arrivé. Alors, c'était une idée au départ d'avoir des endroits comme ça où tu avais des micro-communautés, parce qu'il y avait aussi sur Trick Track, sur le site d'Orléans, il y avait aussi un endroit où ça parlait politique au moment des élections municipales. Il y avait des endroits où on parlait musique. Si l'industrie de la musique m'avait contacté parce qu'ils trouvaient que ce qui se passait était formidable, peut-être ça aurait tendu vers un site de musique. Ouais. Sauf que tout était là, tout était favorable à ce que ce soit Trick Track qui en sorte et qui émerge. Voilà. Comment t'es venue l'idée, justement, à ce que je comprends, comment t'es venue l'idée de Trick Track? C'est-à-dire le nom, Le nom, l'outil. le nom. Le nom, c'est avec le Dr Mops. C'est le Mops qui l'a trouvé, je crois, le nom. Ah, d'accord. En fait, en gros, en gros, quand on a décidé qu'il fallait sortir cette entité, Ouais. on s'est posé des questions sur comment l'identifier, comment l'appeler. Et on a eu beaucoup de discussions avec le MOPS, parce qu'on s'est connus à l'école. Le MOPS était un très grand créatif. Mhm. Et quand on est ensemble, ça partait dans tous les sens. Donc, on a dû se voir ou chez lui ou chez moi, parce qu'on était vraiment voisins. Et on essaie de trouver un nom qui était prononçable dans toutes les langues, qui avait un rapport avec le jeu, mais pas trop marqué, parce que Trick Track, c'est le nom du backgammon. Donc, on voulait le côté historique. On voulait un nom qui se retient, un nom rigolo, un nom qui ne soit pas francisé. On se serait appelé jeux-de-société.fr, ça aurait moins marché. Oui. Parce que les Américains, tout de suite, moi j'étais en contact très rapidement avec plein d'Américains qui disaient Trick Track. Ça, ils le retenaient. Donc, mais je pense que c'est le MOPS qui a dû tilter sur Trick Track, parce qu'il a une grosse culture ludique, le MOPS. C'est vraiment lui, c'est le vrai mec qui s'y connaît à mort en jeu. D'accord. Justement, quand vous avez créé donc Trick Track TV, qui a été lancé, par rapport à ça, vous savez que, enfin, c'est surtout, est-ce que vous avez eu conscience que vous étiez les premiers à créer une chaîne avec des vidéos justement de jeux de société à ce moment-là? Alors, est-ce qu'on a été conscient qu'on était les premiers? Non. Parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Tu fais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Très tôt, quand j'ai découvert Internet, je me suis dit que c'était un média qui me correspondait parfaitement parce qu'on pouvait faire avec cet outil-là tout ce qui m'intéressait et ça recoupait toutes les compétences que j'allais me développer, parce que je ne les avais pas toutes, mais il y avait du code, c'est de l'informatique. Moi, j'adore l'informatique, j'adore coder. Enfin, c'est un truc qui me plaisait, même si je code plus maintenant. C'est un fonctionnement intellectuel qui m'intéressait. Même si je faisais des fautes d'orthographe partout, si je ne lis jamais, j'adore écrire. C'est un truc qui m'a toujours attiré. Donc, Internet, on peut écrire, on peut manipuler des images, on mettait des photos, ça m'intéresse. Et tout de suite, j'ai vu qu'on pouvait faire de la vidéo. La première vidéo qui a été en ligne sur le site dont je m'occupais, qui s'appelait Orléans TV à l'époque, il y a eu de la vidéo. En 2001, on avait fait un sitcom avec le MOPS. Donc, tout de suite, il y a eu des vidéos. C'est un truc qui me plaisait. Et donc, quand j'ai commencé à raisonner à comment il fallait parler de jeu, comme j'avais des enfants, j'avais récupéré un caméscope chez ma sœur, pour tout te dire. Et je me suis dit,
trop rigolo à. Tu m'as là parce que tu es frisé. Allô? Oui, Tu m'as perdu? ça y est. Est-ce que tu m'as? Ça y est, Oui. bon. Donc je me suis dit, j'ai une caméra, il faut que je filme la boîte. Je ne me suis pas dit, ah, je vais être le premier, ou j'ai pas cherché. J'ai fait ma vidéo et je l'ai mis en ligne. Et tout de suite, ça a accroché. La première vidéo, d'ailleurs, que j'ai mis en ligne qui parle de jeu, elle va avoir 20 ans cette année. D'accord. J'ai fait un open the box chez moi dans mon salon. Et déjà, j'avais filmé la boîte de face, j'ai dépunché, puis j'ai tout repunché, j'ai mis ma caméra au-dessus, j'ai tout dépunché, et j'ai fait un montage vue du dessus, vue de face. Je t'avoue que ça a été instinctif. Ça a été instinctif parce que c'était ma vision, c'était un instinct que j'avais tiré aux beaux-arts, en fait, de comment mettre ça en scène, les plans de coupe, et cetera. Mais je n'ai pas réfléchi en «je suis le premier». Je l'ai fait, j'ai vu les réactions, parce que dans le forum de Trick Track qui est toujours en ligne, on peut aller voir les réactions à cette première vidéo, et après c'est parti. Mmh. Donc c'est que beaucoup plus tard, je vais même te dire, c'est quand Trick Track s'est arrêté que je discutais avec des gens après avoir quitté Trick Track que je me suis rendu compte qu'effectivement, on a été les premiers à faire des vidéos, les premiers à faire du live, les premiers à faire un chat Ouais. où on pouvait réagir en direct. Maintenant, avec le recul, oui, c'est vrai, je me rends compte du tas d'innovations qu'on a fait, mais c'était pas volontaire, c'est une façon de procéder. Et puis surtout, c'était un terrain incognita, tout était à inventer. Il y a pas à s'enorgueillir, en fait, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas inventé le cinéma, en fait. Oui. Il existait. Voilà, j'ai vu un espace, je m'y suis glissé, c'est tout. On va dire, Maintenant, oui, on était les premiers. Oui, vous avez un c'est peu, chouette. c'est ça qui est magnifique, c'est que vous avez un peu poussé les gens à faire ça. Donc, On a euh, montré que c'était possible. voilà, tout à fait. Euh, Toi, ton rôle dans Trick Track TV, c'était, quel était ton rôle principal à Trick Track? C'était de présenter les jeux ou tu avais un autre rôle? Alors, c'est là aussi c'est difficile à exprimer, hein, parce qu'en fait, il n'y avait pas un rôle. Moi, j'avais 1000 rôles. D'accord. Parce que dans Trick Track et Trick Track TV, ben, je présentais. Je Oui. présentais pourquoi au début? Parce que c'était moins cher que ce soit moi, puisque bah, j'ai une tête qui passe bien, je suis à l'aise devant la caméra, je comprends vite les règles de jeu, je sais comment ça marche. Donc, je présente, c'est évident, mais avant ça, il y a le rôle de conception. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai l'idée de faire une vidéo ou quand j'ai l'idée d'utiliser ce média-là, ben, je suis aussi le gars qui va raisonner et qui va concevoir les formats. Mhm. J'ai le rôle du technicien. Trick Track TV, c'était du matériel. C'est moi qui ai décidé ce qu'il fallait acheter et ce qu'il fallait mettre en place. J'ai choisi la TriCaster, j'ai choisi les caméras. Donc j'avais un rôle de technicien. Euh, J'avais aussi le rôle de gestion financière de la Trick Track TV. C'est moi qui ai décidé les prix, c'est moi qui ai décidé comment il fallait développer les outils pour. Donc j'avais je concevais dans ma tête les outils qu'après je disais aux développeurs comment il fallait les développer. Donc je faisais un peu de tout avec le même niveau. Alors évidemment, ce qui peut paraître important et fort, c'est ma présence à l'écran. Parce que j'ai participé à je ne sais pas combien, à des milliers de vidéos. C'est la partie émergée, c'est la partie où l'ego est flatté puisque les gens te reconnaissent, ils viennent te voir. Tu vois, c'est la partie qui fait que nous, on se parle. Mhm. C'est la partie, oui, la plus agréable, mais ce n'est pas la partie la plus importante. Donc je ne pourrais pas te dire quelle est la plus importante. Parce qu'en vérité, la plus importante, c'est d'avoir conçu ce truc. Parce que si tu ne le conçois pas, ça n'existe pas. Voilà. Euh, Avais-tu des préférences quand tu présentais des jeux de société ou tu restais ouvert à tout type de jeu? Alors, le propos de Trick Track, du début à la fin, ça a été, on n'est pas là pour donner notre avis, on est là pour donner des informations aux joueurs pour que quand ils choisissent leur jeu, ils ne se trompent pas. On donne des informations pour que le joueur sache si le jeu est fait pour lui ou pas. Donc, partant de là, et à l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 4000 sorties par an. À l'époque, on pouvait jouer à tout. Tous les jeux qui nous intéressaient, on avait le temps d'y jouer, au moins de faire 3 parties de chaque.
Et il y avait de la place pour les jeux qui n'étaient pas spécialement faits pour nous. Donc, chez Trick Track, on parlait de tous les jeux. On ne filtrait pas, on ne triait pas. D'abord parce que tout le monde ne venait pas, puisqu'il fallait payer. Mhm. Mais au bout d'un moment, tout le monde avait compris qu'il fallait payer et qu'il fallait venir. Donc, on acceptait tout le monde. C'est pour ça qu'on a commencé à 2, puis 3, puis 4, puis 8, parce que les gens payaient et c'était beaucoup de travail. Donc, il y avait les salariés pour pouvoir aussi présenter. Le MOPS a présenté, Guillaume a présenté. Et une fois qu'on était plusieurs à présenter, effectivement, on allait s'asseoir à la table en fonction des appétences de chacun. Quand c'était un jeu à l'allemande qui me plaisait, c'est moi qui allais. Quand c'était un jeu un peu plus peut-être figurine, c'est Guillaume qui allait. Quand c'était un jeu abstrait, c'est le Bobs qui allait, parce que son cerveau marchait mieux avec les jeux abstraits. Donc là, c'est par goût personnel, on y allait. Par contre, on ne donnait pas notre avis. Et les gens savaient qu'on n'allait pas donner notre avis. Par contre, quand un jeu nous plaisait, ça se voyait. Parce que tu ne simules pas, on ne simulait pas l'ennui, on ne simulait pas la joie de jouer. Donc, quand moi, un jeu correspondait à mon cerveau, ben, c'était parti, moi je jouais, hein, je ne cherche pas à midi à 14h, je joue. Et si ça me plaisait, les gens qui me connaissaient le voyaient, et ça se voyait que je prenais plaisir. Mais ce n'était pas fin. Quand je dis fin, je ne faisais pas semblant. Donc les gens étaient capables de voir si le jeu était fait pour eux ou pas, quand même. Parce que si tu me vois me marrer à un jeu et qu'il y a des cubes en bois et des cartes avec des enchaînements alambiqués et que toi, tu n'aimes pas ça, c'est pas parce que je me marre que tu vas acheter le jeu. T'es pas con non plus. Le joueur de jeu de société est un peu cortiqué. Il sait de quoi il est question. Donc, il sait bien s'il y a des figurines que c'est fait pour lui ou pas, même si le mec se marre. Donc voilà, c'était un peu notre idée, notre optique. Justement, quand tu disais que vous n'avez pas d'avis, vous donnez pas de critique, et comment justement, euh, pour que le joueur puisse aimer le jeu et lui dire que ça peut lui convenir, comme on est assez nombreux, comment vous pouvez présenter le jeu en disant, sans le critiquer, mais genre les points négatifs qu'il peut avoir, les points positifs qu'il peut avoir et les mettre en avant. Comment vous avez fait ça? Alors, nous, on ne le faisait pas, ça. On ne disait pas point négatif, point positif. En fait, comment t'expliquer ça? Quand tu es joueur et que tu vas choisir un jeu, tu n'es pas passif. Hmm. En vérité, un jeu seul n'existe pas. Ok? Tu le poses, il ne se passe rien. Un film, tu le lances, tu es passif, tu vois le film, tu sors. Il peut y avoir au niveau de l'appréciation, quelques éléments extérieurs qui sont si tu as mal au dos, si tu es mal installé, si tu t'es engueulé à ton boulot avant, qui vont jouer sur ta perception du jeu, du film. Mais un jeu, pour qu'il vive, tu es obligé, toi, en tant que joueur, d'y jouer. Okay. Donc, en fait, 50% de la perception des qualités du jeu, c'est le joueur qui va la faire. Parce que tu peux avoir la meilleure mécanique du monde, mais si tu es 4 autour de la table, okay, il y a 3 mauvais joueurs et toi, le jeu, il va être nul. Ouais. Donc, comment tu fais pour être sûr que tu racontes pas toi de la merde Hmm. quand tu commences à dire ça va pas. C'est peut-être toi qui es nul. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Forcément, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on jouait. Toi, en tant que joueur, surtout sur les jeux experts, tu vois bien si la mécanique, elle est claire ou pas claire. J'ai pas besoin de te faire un dessin, j'ai pas besoin de te faire un schéma. Tu vois bien si ça marche ou pas. Tu le vois si il y a un truc qui va pas, si c'est pas fluide. Tu le vois. J'ai pas besoin que je t'explique. Ouais. Parce que si je te dis, ben, ça va pas, c'est pas équilibré. Ben ouais, mais j'ai fait qu'une partie d'abord là. Comment je peux savoir si c'est pas ma stratégie qui est de la merde? Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est waouh, j'ai kiffé ce jeu, j'ai passé un bon moment, je pense qu'il y a du potentiel. Ou, bah moi, ça me parle pas. Ça, on le faisait souvent, moi. Quasiment systématiquement, quand je m'asseyais à une table où j'allais jouer un jeu abstrait, je disais attention, ce n'est pas mon type de jeu. Parce que ça, moi, ça va pas marcher. Je vais pas y arriver, mon cerveau, je vais pas prendre plaisir. Donc je jouais, puis voilà, bon bah voilà la mécanique. Moi, ça m'amuse pas, mais je m'amuse pas aux échecs. Est-ce que les échecs c'est mauvais? Je trouve que retenir des milliers d'ouvertures, c'est pas intéressant. Hmm. Est-ce que ça veut dire que tous les joueurs d'échecs n'ont pas compris que c'était pas intéressant les échecs? Ceux qui aiment retenir toutes les ouvertures
qui ont été faites depuis 1815, ils y connaissent rien, non. C'est moi en tant que joueur. Donc, fort de ça, moi j'acceptais de ne pas dire de critique, mais je reste persuadé que, surtout le jeu de société un peu costaud, t'es pas con quand t'es joueur, tu le vois bien si c'est fait pour toi ou pas. T'arrives à le savoir en feuilletant des règles. Donc, je te montre le matos, tu vois 3 tours, t'as pas besoin de plus. Et, personnellement, ça m'a jamais servi quelqu'un qui me dit qu'un jeu est bien ou pas bien. Même au cinéma, ça me sert pas. Je te remercie beaucoup, Pal, parce que Rien. c'est ma perception Ok, du jeu. Je ne supporte pas l'autocritique et c'est pour ça que j'appréciais beaucoup ce que vous faisiez. Parce ok, que c'était justement ça, faire comprendre aux joueurs ok. pourquoi Oui, oui. il doit jouer avec le jeu. Et c'est Mhm. pour ça que j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Merci. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas d'autocritique sur ma chaîne, je ne supporte pas ça. Euh, Ok. un jeu au moment que vous allez le présenter, est-ce que vous l'avez déjà testé en avance ou c'est quelque Non. chose non, vous le posez directement sur la table et Voilà. En fait, si tu veux, c'est une question de gestion du temps. C'est aussi ça, l'idée. L'idée, c'est de. Chaque fois que je raisonnais pour Trick Track, j'essaie d'optimiser le temps. En gros, on partait du principe qu'un éditeur venait, il allait nous faciliter le temps, enfin, il allait nous faire gagner du temps, il allait nous faciliter la chose en nous expliquant. Alors, un éditeur ou un auteur, hein, Hmm. ou n'importe qui de l'entreprise d'édition qui venait nous expliquer le jeu. Donc, on gagne du temps parce qu'il nous explique et on joue tout de suite. Comme ça, Hmm. tu vois, toi, en tant que joueur, si c'est facile à comprendre ou pas. Après, nous, on avait beaucoup d'entraînement, en fait. Parce que plus tu joues, plus tu comprends vite là où on veut là où veut arriver l'auteur. Donc, la mécanique, elle va assez vite à être comprise. Mais l'idée, c'était que quand on faisait une Clic-Clac TV, les gens arrivaient, on mettait tout en place, ça prenait un quart d'heure, on partait. Ils nous expliquaient le jeu, on était la cam, on relançait la cam, on jouait, et c'était terminé. Et après, on partait. Donc, juste pour optimiser le temps. Pendant des années, donc tu as fait Trick Track, mais as-tu Mhm. ressenti une forme de lassitude et de saturation liée au jeu? Oui, je l'explique souvent. Le jeu, c'est un loisir qui se pratique sans contrainte. Tu joues parce que tu as envie de jouer. C'est un plaisir. Et quand ça devient un métier, ça devient une contrainte. C'est-à-dire que si au début, tu es excité par le plaisir de jouer, il y a des matins, tu arrives au bureau, il y a un éditeur qui arrive. En plus, si ce n'est pas un éditeur avec qui tu t'entends parfaitement, ce qui arrive, hein, tu ne t'entends pas avec tout le monde, bah, tu n'as pas spécialement envie de jouer avec lui. En plus, il te sort un jeu qui ne te correspond pas, tu n'as pas spécialement envie de jouer à ce jeu-là. Tu n'es pas forcément dans l'humeur d'apprendre une nouvelle règle, mais tu y vas. Et là, tu vas jouer sous la contrainte. Double contrainte, celle de jouer à un jeu qui ne t'intéresse pas forcément, Hmm. et la contrainte de sourire et de faire ton travail. Parce que par respect pour l'éditeur, par respect pour l'auteur et les illustrateurs, par respect pour tous les gens qui ont travaillé sur le jeu, tu dois sourire et tu dois jouer le mieux possible. Je l'ai toujours dit, gagner un jeu, ce n'est pas important. Le plus important, c'est d'essayer de jouer le mieux possible par respect pour les autres joueurs et pour le jeu. Donc, bah, là, tu as une double contrainte. Donc, au bout d'un moment, ouais, ça devient fatigant et lassant. Surtout quand tu rajoutes là-dessus des critiques, parce que rares sont les gens qui, à une première partie, ne font pas d'erreur. Rares sont les gens qui sont toujours très bons dans tous leurs coups. Donc, quand tu commences à avoir des remarques sur on ne joue pas comme ça, oh, il aurait dû faire ça, nanana, c'est. Ouais, au bout d'un moment, c'est lassant. Ouais. Ça fait même chier. Donc, tu n'as plus trop envie, donc tu te casses. Je pense que c'est l'une de ces raisons qui t'a fait éloigner des jeux, non? Oui, entre autres. C'est plein de micro-raisons. Il y en a beaucoup. Il y a des raisons qui me semblent évidentes, Mhm. qui ont été évidentes avant que je décide de partir, pendant que j'ai décidé de partir. Et il y a encore des raisons qui apparaissent là. Il y a 3 semaines en mois, je faisais des choses, comme j'ai remis un petit peu le doigt dans le monde du jeu en discutant avec Fred Henry, etc. Il y a des trucs qui me disent, ah ben oui, oui, ça, ça fait aussi partie des raisons qui m'ont fait quitter le secteur. Et tu vois, j'y avais pas pensé avant. Donc,
tout est multifactoriel et tu peux pas te rendre compte de tout en fait. Donc, je sais que tu me l'as dit un peu en off, que ça faisait à peu près 8 ans que tu avais arrêté le jeu de société. Euh, Est-ce que cette décision que tu as prise, elle est définitive, ou penses-tu un jour revenir un peu dans le jeu? Alors, c'est deux choses différentes. Tu as joué et le monde du jeu. Moi, j'ai arrêté, en 2019, j'ai quitté le monde du jeu et j'ai arrêté de jouer complètement. Il m'arrive de jouer de temps en temps, de manière extrêmement rare, parce que j'ai des enfants, même s'ils sont adultes, qui sont un petit peu joueurs, hein, ils ont été élevés avec des jeux. Et j'ai ma cadette et son copain aiment bien Unlock. Donc, quand Unlock sort, ben, on fait un Unlock. Donc, je ne peux pas dire que je ne joue jamais, mais c'est vraiment très, très, très occasionnel. Je joue de temps en temps quand des gens comme Frédéric Henry passent à la maison avec un The Line, j'y joue. Le MOPS, de temps en temps, a des protos, bah, j'essaye ces protos. Donc, voilà. Mais je ne suis pas en recherche de pratiquer le jeu. Et il y a le secteur ludique. Le secteur ludique, lui, il est revenu vers moi il y a très peu de temps. Et l'état dans lequel il est, je le trouve intéressant, fascinant. Donc, si je refais des choses dans le monde du jeu à un moment donné ou à un autre, parce que j'ai mis un documentaire en ligne il n'y a pas longtemps, bah, Oui. pour le faire, je me suis réintéressé au monde du jeu. Du coup, j'ai reparlé à des gens du monde du jeu. Du coup, j'ai des choses dans mon cerveau qui me disent oh, tu pourrais faire ça, et ça serait intéressant de faire. Mais dans toutes ces réflexions-là, à aucun moment je me dis ouais, cool, je vais rejouer à des jeux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, oui. C'est si je refais quelque chose dans le monde du jeu, c'est pas pour jouer. C'est pas pour parler de jeu. C'est pas pour parler d'enjeu. Alors, je pourrais parler d'enjeu si ça rentre dans un truc spécifique, d'un truc qui m'intéresse sur comment, quoi, pourquoi. Mais si je reviens dans le monde du jeu pour faire quelque chose, ça ne sera certainement pas pour refaire un truc comme Trick Track. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, oui, j'ai compris. C'est très clair. Voilà, c'est particulier. Par exemple, une question que je me pose depuis quelque temps, c'est pourquoi quelqu'un comme toi fait ça, fait des vidéos. Qu'est-ce que tu en tires? Pourquoi tu le fais? C'est à côté de ton travail? Est-ce que c'est un désir de devenir un professionnel? Est-ce que c'est parce qu'il manque quelque chose? Est-ce que tu vois? Ça m'intéresse. Je vais t'y Plus que répondre. parler ça Alors, m'intéresse plus que de parler du dernier jeu auquel tu as joué. alors, pourquoi je fais ça? C'est vrai que, bon, j'en parle un peu, mais je vais te répondre parce que c'est une question qui revient assez souvent. C'est le fait de te rencontrer, d'avoir le contact avec les gens, de parler avec des gens et d'avoir des avis différents de chacun. Et de Ok, connaître un peu comment il était avant et savoir si par ok, rapport à comment il était avant, est-ce que je peux me dire, ah bah, j'ai beaucoup de points en commun. Mais c'est surtout ce que je recherche, d'accord, c'est la rencontre. Parce que d'accord, ok. j'étais quelqu'un qui était à l'époque très timide, je n'osais même pas faire ce que je faisais aujourd'hui. Ouais, J'ai toujours pensé que ça ne marcherait pas. d'accord. Et en fait, des amis m'ont dit, ouais, fais-le, 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 et j'ai toujours dit non. Et du jour au lendemain, je me suis lancé, et là, je vois que ça marche. Et même, Ouais, ça me fait énormément plaisir, donc j'adore faire ça. Et surtout, voilà, je rencontre ok. des personnes que je pensais pas rencontrer un jour. Justement, même toi, Ouais, qui hein, paraît. Ouais. je me disais, Ah, ok, merde, oui, ouais, je vois putain, l'idée. Ouais. Ouais. je me dis, merde, putain, je l'ai vu sur YouTube, mais est-ce qu'un jour je le verrai, même si on n'est pas côte à côte, quoi, comme tu dis, Dans la même pièce, ouais, mais je comprends l'idée, je comprends. c'est Ouais. ça voilà, c'est ça que je recherche. Voilà, Ok. Je cherche du contact, du lien, et ok, je vois l'idée. voilà, c'est surtout ça. Ok, ok, bah c'est cool. Euh, Sinon, alors attends, je suis en train de chercher parce que là, tu m'as répondu à plusieurs questions en même temps, c'est ça qui est bien. Ah Oui. voilà. Justement, quel souvenir gardes-tu de Trick Track? Bah, c'est un énorme moment de ma vie, en fait. J'ai 60 ans, c'est un quart de ma vie, puisque j'ai fait ça 20 ans.
Oh non, c'est un tiers de ma vie. Putain, je suis pas en maths. J'ai 60 ans, j'ai fait ça 20 ans, c'est un tiers de ma vie. Wow, je faisais un quart parce que j'avais calculé qu'il me restait 20 ans à vivre, donc ça faisait des quarts. Parce que en général, la moyenne d'âge pour un homme, c'est 80. Non, c'est un tiers de ma vie. C'est énorme. Et c'est un tiers de ma vie dans ce que j'appellerais le moment où tu es dans, pas la force de l'âge, mais le moment où tout se fait en fait. Puisque j'ai commencé Trick Track à 35 ans et j'ai arrêté à peu près à 55. C'est la tranche d'âge où tu es aux commandes. Tu as l'énergie, tu as la maturité pour être écouté, entendu, rencontrer les personnes qui font. Tu vois, tu vois là, je viens d'avoir 60 ans. C'est le moment où tu commences à t'effacer. Tu es moins pris en considération. Si tu regardes autour de toi, les gens qui font, les gens qui innovent, les gens qui créent vraiment un truc extraordinaire, ils ont entre 18 et 30 ans. Les gens qui consolident, qui mettent des choses bien en place, ils ont entre 35 et 55. Après, voilà. Et donc, moi, Trick Track, ça représente 35, 55, vraiment la période. Et c'est une période où ça ne peut être que des bons souvenirs, puisque tout était réuni. Un secteur de loisirs avec des gens incroyables. J'ai rencontré des gens incroyables. Un secteur qui se fabriquait, qui est parti, pas de rien, mais qui est parti d'un point, on va dire, C, parce qu'il y avait déjà eu A et B avant, parce que B, on va dire, c'était les jeux des cartes, etc. Donc, on part d'un point C et on arrive à un point D, c'est-à-dire que Asmodée se crée en 95, Trick Track en 2000, 2025, Asmodée est énorme, ça pèse des milliards, le jeu, et c'est popularisé partout, sur un média absolument hallucinant. Internet, ça débutait. Et on était libre. Personne pour nous dire ce qu'on avait à faire ou pas faire. On innovait, on y allait, on fonçait. Donc, c'est que du bonheur. Je pense qu'il y a de rares moments dans une vie où ça se passe, ça. Toutes ces circonstances. Tu vois, c'est une accélération de la technologie. On débute avec des ordinateurs, avec des écrans en profond, et une connexion RTC qui envoie ça 4 octets par minute. On finit avec des téléphones surpuissants où tu peux faire des lives dans la rue. Enfin voilà, on a vécu tout ça. Donc c'est vraiment 20 ans absolument extraordinaires. Il me reste, on va dire, je suis en forme, donc 20-25 ans de vie. Jamais je referai un truc aussi fort que ce qui s'est passé pendant ces 20 années-là. Donc c'est un grand souvenir. Euh, Tu as fait une interview avec donc Fred Henry Ouais. que j'ai regardé. Combien de temps t'as pris cette interview pour la faire? Tu parles de quoi, du documentaire? Oui, du documentaire. Excuse-moi, Oui, le interview. documentaire. J'ai un Ça doute. m'a pris. Alors, c'est compliqué. En gros, la durée totale et complète de toutes les images qu'il y a dans le documentaire, c'est 11 ans. 11 J'ai ans. mis 11 ans entre le moment où j'ai commencé et le moment où je l'ai mis en ligne. Voilà. Parce D'accord. qu'il s'est passé plein de choses qui ont fait que ça a été arrêté, retardé, et que j'ai repris. Il y a eu une coupure d'à peu près. J'ai dû arrêter en 2017. J'ai commencé en 2014, j'ai arrêté en 2017 et j'ai repris en 2024. Et j- Ouais, c'est ça. Fin 2024 et mise en ligne en 2025. d'accord. Et justement, par rapport à ce documentaire, qu'est-ce qui en ressort pour chez toi? Qu'est-ce qui en ressort? Quel est ton ressenti justement de ce documentaire? Pareil, c'est que du bon, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais adoré faire ça. Cet exercice m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors là, pareil, il y a des circonstances qui font que c'est plaisant. C'est-à-dire quand tu te retrouves avec du matériel tourné il y a 10 ans, avec le recul et tout ce qui s'est passé pendant ces 10 années, c'est un matériel absolument incroyable. Quand j'ai commencé à me plonger dedans, à regarder, je me suis dit, mais je suis en train de faire un truc. Si je merde pas, si je déconne pas, si j'arrive à prendre le recul nécessaire, si je ne suis pas dans une optique euh, ni revancharde, ni moraliste, je peux faire quelque chose de bien. Donc j'ai pris beaucoup de temps à le monter et au final, je retire beaucoup de choses. D'abord, je suis très satisfait et heureux pour Fred Henry. C'était pas facile pour lui de voir ça, de voir cette histoire se dérouler. Je lui ai montré avant de le mettre en ligne quand même. Donc j'étais très satisfait de sa perception. Et après, j'étais très heureux de voir la réception du public. Mhm. C'est-à-dire que majoritairement, ça a été très apprécié pour plein de raisons. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que je dis, tiens, j'ai fait quelque chose, il me semble,
qui n'a pas vraiment été fait dans le monde du jeu jusque-là. Il y a très peu de documentaires dans le monde du jeu. On parle très peu des gens comme je l'ai fait dans ce documentaire. Et c'est un truc que je mature en ce moment pour me dire, est-ce qu'il y a des choses à faire encore? Est-ce que je pourrais, alors, pas renouveler ça parce que c'est impossible. Je ne peux pas restocker des images pendant 10 ans, mais il y a des choses à dire et à faire, peut-être. Donc, que de la satisfaction. Justement, par rapport à ce documentaire, comme tu dis, hein, pas sur une dizaine d'années, mais penses-tu que c'est quelque chose qui est possible, qui pourrait te faire revenir dans l'univers ludique en faisant ce genre de choses, mais sur une durée plus courte? Oh oui, oui, en tout cas, c'est pas quelque chose que mon cerveau exclut. D'accord. C'est un truc qui me. Tu vois, euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai été rendre visite à Martin Wittberg Oui, au j'ai vu. chalet. J'ai amené mon matériel vidéo et puis j'ai fait des images. J'ai interrogé Martin, Aline, j'ai interrogé Rachel, j'ai été voir Pénélope puisqu'elle travaille avec eux. J'ai posé des questions. Donc j'ai déjà un petit stock d'images. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si je ferai quelque chose avec ça. Mais j'ai ça dans un coin. On verra. Parce que maintenant, je sais que bon, tu as une chaîne YouTube, hein, moi je la suis. Oui, C'est vrai que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, de la course à pied, mhm, que j'ai oui, suivi aussi, hein. Même si je suis un joueur de jeux de société, c'est vrai que je suis assez souvent ta chaîne et tu fais c'est gentil. donc certaines vidéos et donc la vidéo donc Mhm. du chalet. Et c'est pour ça que je te posais la question justement, est-ce que tu allais revenir un jour ou pas sur ta chaîne, faire des petites présentations ludiques ou pas, ou tu pensais vraiment que le jeu de société pour toi aujourd'hui c'est terminé quoi? Non, non, mais je viens de te répondre. Ouais, c'est pour Si ça. je refais des choses, en fait, je ne m'interdis jamais rien dans la vie, hein. Mon moteur, c'est des choses intéressantes à dire avec des gens intéressants à écouter ou à faire des choses avec des gens qui m'intéressent. Donc, Hmm, quand j'ai entendu parler Martin et autres, je me suis dit, tiens, il y a des choses intéressantes à voir. Donc, mais encore une fois, je n'ai pas de projet établi. d'accord. Je sais vraiment à l'instant, je n'ai pas d'obligation là. Donc, je fais ce que je veux comme je veux, sans pression aucune. Hmm, Donc, effectivement, c'est pas exclu, mais c'est pas non plus certain. Et en tout cas, si je reviens, ce sera jamais comme avant. ouais, d'accord. Ça sera autre chose. On va revenir sur un peu le monde ludique. J'ai une question que je pose à tout le monde et c'est vrai que celle-là, elle plaît. Allez-y. Alors moi, je sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre, mais je Ça va sais me que pas plaire, je vais mal, me dire. je sais que tout le monde saute dessus et adore me répondre. C'est que penses-tu de l'intelligence artificielle? Oh, c'est très très compliqué. Si tu veux répondre là-dessus, ça va être des heures. Euh, Je le L'intelligence tente. artificielle, c'est un outil. Hein. Je, Ah ouais, moi, je ne vais pas trop avoir le temps parce qu'on je s'avait dit rigole, pas plus d'une heure et je ça fait déjà rigole. une heure. Non, c'est un sujet extrêmement intéressant. L'intelligence artificielle, c'est un formidable outil, mais un outil problématique. C'est un outil multiple, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir qu'elles sont capables de beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vois pas qui pourrait trouver à redire sur l'usage de l'intelligence artificielle qui va t'aider à diagnostiquer des maladies rares 1000 fois mieux qu'un médecin. Parce que c'est ça aussi, l'IA. D'accord. Le premier qui dit non, il faut arrêter les IA, alors que tu peux sauver des gens de maladies en les détectant bien avant un être humain, c'est pas criminel, mais pas loin. Je veux dire, c'est évident que ça peut soigner. Moi, j'ai utilisé l'IA dans des demandes, l'IA textuelle, hein, dans des demandes d'aide à l'administration, parce qu'elles sont incollables sur les documents administratifs. Tu ne fais plus d'erreur avec l'IA, parce qu'elle sait exactement, quand c'est carré, elle sait ce qu'il faut mettre dans telle case, ce que ça veut dire. Il y a un truc que tu ne comprends pas, c'est très utile. Et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un avocat pour l'aider à remplir une déclaration. Voilà. Mais je vois où tu veux en venir. L'IA générative d'images, surtout quand elle pille des auteurs, l'IA générative de musique, quand elle pille la création, c'est problématique. Donc, à l'heure actuelle, moi je pense que l'IA, on n'y échappera pas. C'est trop un enjeu politique et industriel. On n'y échappera pas. Sauf si c'est une bombe écologique et de consommation de ressources. Là, on mettra le haut là.
on y échappera si c'est une bulle spéculative qui explose. Mais encore une fois, il y aura toujours 2-3 entreprises qui s'en sortiront parce que c'est un outil indispensable, l'IA. Maintenant, il faudra l'encadrer. C'est comme tout. On ne peut pas laisser tout faire à l'IA. On ne peut pas laisser une IA ouverte au public qui déshabille les femmes sans leur consentement. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Hmm. C'est donc j'en pense beaucoup de l'IA, mais c'est compliqué. Surtout que l'IA de maintenant, c'est pas l'IA dans un an. Ça avance très très vite. Ouais, très Et vite. puis bien sûr, il y a tous les enjeux politiques et industriels par rapport au travail. Parce qu'en fait, c'est pas le problème du vol du travail, c'est le problème du vol du salaire. Moi, quand on me vole mon travail, je m'en fous, mais qu'on me donne le salaire, parce que j'ai besoin de payer mon loyer et de manger. Euh, Moi, si je peux faire des vidéos tranquillement, sans pression financière, parce qu'une IA a pris mon travail et, et on me donne le salaire qu'elle génère, je fais toutes les vidéos que je veux, moi, sans me faire chier, en fait. Je ne cherche pas de financement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est compliqué la réflexion sur l'IA. Mais je comprends toutes les inquiétudes, je les partage. Hein. Moi, mes enfants, c'est des filles. J'ai pas envie qu'elles soient victimes de harcèlement à cause de montages d'IA peu scrupuleuses. J'ai pas envie que la musique disparaisse parce que Spotify est rempli de robots qui ont fait des musiques de merde ou même des bonnes musiques, mais que parce que Spotify capte tout l'argent. Parce que moi, je m'en fous qu'il y ait de la musique IA sur Spotify. Je veux que quelqu'un qui a envie de créer de la musique humaine puisse gagner sa vie. C'est tout. Je te remercie. De Là, tu rien. m'as répondu. Euh, c'est là aussi, en fait, on va arriver aux trois dernières, ouais, une, deux, Ok, ok. ouais, trois dernières questions. Et après, c'est bon. C'est comment vois-tu le monde ludique? Je sais que tu n'y es plus, mais comment vois-tu le monde ludique dans le futur? Oh, bah, je vois qu'il va y avoir une crise, comme toutes les industries, en fait. Le monde est un peu. Si tu regardes un peu les informations, ça va pas très bien. Hein. Donc, le secteur du jeu subit ce qu'on sait qu'il va subir depuis des années. C'est-à-dire que sont passés par là le cinéma, la musique, la littérature, la BD, tout ce qui s'industrialise à outrance entre en crise à un moment donné ou à un autre. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner parce que quoi qu'il arrive, on sort des crises, toujours. Euh, Hmm. la, la, nature a horreur du vide, l'être humain se sort de tout le temps. On a connu des crises hein, politiques, et on est quand même passé par des tas de guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, il y avait la guerre de 1790, 1890, 1870. Voilà, on s'en ressort tout le temps, tout le temps. Donc on trouvera des solutions. Je ne sais pas lesquelles. Je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent à ce qui est en train de se passer, des gens qui sont impliqués et des gens sur qui ça aura un gros impact. Je pense que dans les forces qui arrivent, c'est-à-dire les gens qui ont 25 ans, qui auront 35 ans dans 10 ans, qui seront en charge, comme nous on l'a fait quand on avait 35 ans avec Internet, etc., on a modelé, ils vont modeler à leur pogne. Donc elle s'en sortira, mais il y aura une crise. Il y a la même crise dans le vélo. J'adore faire le comparaison, mon secteur du vélo, Ouais. secteur du jeu de société, mais il y a la même crise, et dans les médias, et chez les industriels, et dans les boutiques de vélo, c'est la même crise que dans les boutiques de jeux. Donc, c'est une période de crise. Il faut peut-être 5, 10, 15 ans, 20 ans pour s'en sortir. Mais bon, euh, je pense qu'un joueur féru, pour ne pas dire passionné, chez lui, il a de quoi jouer pendant 50 ans là. Hein. Oh oui, Moi, j'ai 100 jeux sur mes étagères. Je joue plus, mais j'ai 100 boîtes de jeux en bas. Donc, j'ai de quoi jouer. Hein. c'est pas mal, hein. Ouais. Alors ensuite, celle-là, il faut que tu m'écoutes parce que c'est vrai que quand je la pose, il y a plein de monde qui comprend pas. Alors, si tu devais laisser une trace écrite sur mon carnet ludique pour dire fallait il est passé, laquelle serait-elle? Ça, c'est un jour quelqu'un Qu'est-ce que je il mets ouvre le carnet ludique, ah, fallait il est passé, il a écrit quelque chose dessus. Je mettrais vente Tarmac SL7 spécialisé, bon prix pour pouvoir acheter un Tarmac SL8 spécialisé S-Works qui est beaucoup plus cher. Et je laisserai mon mail, pas mon numéro de téléphone, je laisserai un mail. Je te remercie. Et enfin, je vais te donner le mot de la fin, ça s'appelle la conclusion. Donc, si Okay. tu devais résumer un peu ton parcours, tout ça, et,
et me dire les derniers mots que tu penses. Et voilà, après, on finira sur ça. C'est le mot de la fin, c'est la conclusion. Tu choisis ce que tu veux dire, c'est la conclusion finale du Ok, carnet bah, il faut me ludique. laisser 10 secondes. Quelle conclusion je pourrais mettre à part merci pour ce petit moment, c'était rigolo. Je suis ravi content de participer à, à ce lien que tu cherches. Je trouve ça très sympathique. Et puis, moi, je te souhaite bonne continuation dans tes aventures. Que tu y trouves autant de plaisir que moi j'ai pris pendant ces 20 années où j'ai fait ça. Je te remercie. De C'est ce que je rien. recherche. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Fal. Ah, de rien, de rien. C'était un plaisir. Et Pareil. on se dit peut-être à une prochaine. Ok. Tu vas monter tout ça après, c'est ça? Oui. Je monte. Ok. Bon, ben, bon montage alors. Allez, ciao. Et puis à une prochaine. Allez, À une ciao. prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, vous venez de voir Fal. Donc, le créateur de Trick Track TV, donc, qui était parti à l'époque et qui avait laissé donc la maison de Trick Track à Guillaume. Donc, merci encore à lui d'avoir participé au carnet ludique. Et oui, maintenant, ça fait 8 ans il est plus dans le monde ludique. Il joue aux jeux de société encore, mais il est plus dans le monde ludique. En fait, quand il dit qu'il est plus dans le monde ludique, c'est qu'il fait plus comme Trick Track, il fait plus de vidéos, quoi. Voilà, sur sa chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresserait, il est plus dans l'univers de faire des vidéos de parcours de vélo où il fait de la course aussi à pied. Voilà, c'est surtout ça ses vidéos. Et il fait aussi des coms, voilà, sur sa chaîne. Donc moi je sais que j'ai été le voir, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va faire des vidéos sur le vélo, sur la course à pied et sur tout ce qui est donc un peu la com. Il va parler un peu de tout et de rien. Voilà, donc ça c'est Fall. Donc c'est pour ça que ça fait 8 ans il ne fait plus partie du monde ludique. Donc quand il dit monde ludique, je vous le répète, c'est de ne plus être sur les réseaux et présenter donc des jeux. Mais sinon, il a toujours la passion de vouloir jouer aux jeux de société. Vous avez vu, vous l'avez entendu, il a 100 jeux chez lui. Donc c'est encore un joueur de jeux de société. En tout cas, merci infiniment Fall, pardon, d'avoir participé à ce carnet ludique. Et oui, voilà ce que je recherche quand je fais ces carnets ludiques, c'est le contact qu'on peut avoir avec vous, en face de vous. N'oubliez pas que ce carnet ludique n'est pas dédié qu'aux hommes. Les femmes, mesdames, vous pouvez participer. Il ne faut pas hésiter à venir sur le carnet ludique et vous qui regardez le carnet, n'hésitez pas de me laisser des commentaires et de me dire participer. Voilà, il peut y avoir encore plein de monde et je vous attends. Je vous attends. N'hésitez pas à venir. En tout cas, je vous dis à très vite et très bientôt donc sur la chaîne Les Jeux de Dark donc pour la suite de nos carnets ludiques. Et encore une fois, merci Fal pour la participation au carnet ludique. C'est une vidéo qui n'a pas duré très longtemps, mais merci infiniment à lui pour ce petit moment passé avec moi. Allez, n'oubliez pas, pouce, commentaire et abonnez-vous. Et mesdames, n'hésitez pas à venir pour participer au carnet ludique. Allez, ciao ciao.